Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. Ce matin, nous sommes réunis pour parler de BP. Enfin, on va vous présenter les prochaines échéances de BP, mais surtout de la facture électronique. Donc, le titre de notre webinaire de ce matin est La révolution de la facture électronique. Pour présenter ce webinaire avec moi, nous avons deux invités de marque, puisque ce sont deux personnes de chez BP directement. Un consultant qui vous fera une démonstration un petit peu plus tard dans la matinée et notre interlocuteur privilégié qui est Gérald. Donc, et le consultant s'appelle tout simplement Nicolas. Bonjour. Je vous présente donc le sommaire. Voici le sommaire de cette matinée. Présentation donc du groupe Cap Info pour les personnes qui ne nous connaissent pas et pour celles qui nous connaissent qui ont besoin d'avoir un petit rafraîchissement de mémoire. Ensuite, nous passerons à la facture électronique et ses chiffres. Donc ça, Gérald s'en occupera. EBP dans sa révolution digitale, Gérald fera également ses commentaires. Et ensuite, nous parlerons de DigiConta avec Nicolas, un module complètement adapté aux prochaines échéances qui vous permettra de mieux appréhender justement cette facture électronique qui arrive malgré tout rapidement. Alors, Cap Info. On reparle un petit peu de Cap Info malgré tout. Aujourd'hui, nous avons trois activités. Une activité historique qui est notre intégrateur de logiciels. Donc aujourd'hui, vous êtes client chez nous pour la plupart en comptabilité, en paye RH, peut-être en mobilité, en gestion informatique ou en chantier ou également en planification. Des solutions qui s'imbriquent entre elles, pour lesquelles, si ce n'est pas natif, nous avons un bureau d'études avec des développements spécifiques qui vous sont proposés pour justement créer ce lien. Et à côté de ça, une nouvelle cellule nouvelle qui date quand même de 2015, qui est l'infrastructure et réseau avec toute la partie serveur, périphérique, sécurité des données, messagerie et les outils collaboratifs de type Office 365. Donc n'hésitez pas si vous avez des besoins. Voilà, nous sommes là pour vous accompagner. Nous connaissons bien les solutions sur lesquelles vous travaillez. Donc nous pouvons également vous proposer des infrastructures cohérentes avec vos besoins. Ensuite, quelques chiffres. Le groupe Cap Info, c'est 30 ans d'existence, 32 collaborateurs, deux sites. Le siège social est à Bordeaux et la deuxième agence se trouve à Anglet. Récemment, depuis 2018, nous avons 1000 clients sous contrat. 1000 clients en contrat, c'est quoi? C'est 1000 clients avec qui on travaille au quotidien, avec qui on réfléchit sur de nouvelles solutions pour optimiser leur temps de travail, leur évolution informatique et également optimiser toutes les tâches, on va dire, chronophages qu'ils peuvent avoir dans une structure. EBP et Cap Info, c'est une histoire qui dure depuis 10 ans de partenariat pour lesquels nous avons travaillé sur trois gammes de solutions que propose EBP, la gamme active, petite gamme, la gamme pro et la gamme élite. 120 clients nous font confiance actuellement sur la gamme EBP. Voilà, donc c'est une solution, c'est un éditeur qui est franco-français. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler d'EBP avec EBP directement. Je laisse la parole donc à Gérald qui va Bonjour. qui va donc se présenter et présenter EBP pour les prochaines étapes et ensuite Nicolas nous fera la démonstration de DigiConta. Merci beaucoup. Merci Leslie. Bonjour à tout le monde. Je vais laisser d'abord juste Nicolas partager notre outil de présentation, ce qu'on a pris le soin de préparer pour cette matinée. Merci Nicolas. Donc je me présente. Donc Leslie va succinctement présenter. Donc je n'ai plus la visu. Merci Nicolas. Donc Gérald Philippe, je suis donc ingénieur commercial sud-ouest. Donc je suis basé du côté de Bordeaux. Je serai donc accompagné, comme l'a dit Leslie, par mon collègue Nicolas Debourg, qui est donc consultant logiciel EBP, qui est situé, on va dire, entre Chartres et Rambouillet. Donc nous allons vous présenter cette thématique sur l'obligation du passage à la facture électronique et vous expliquer justement la chronologie des événements et ce que EBP aujourd'hui est en capacité de vous proposer. Je vais te laisser passer à la slide suivante, Nicolas. Voilà, donc nous. Alors, Leslie a commencé à parler de nous, mais je vais quand même vous donner quelques indicateurs, puisque toute personne présente ici ne connaît pas forcément EBP
dans les grandes lignes, hein, on est connu depuis un certain nombre d'années, mais il y a peut-être besoin d'apporter quelques précisions. Donc, on existe depuis près de 40 ans. Je vais te laisser appuyer sur sur les boutons, Nicolas, comme j'ai pas la main jusqu'à la fin de cette slide. Donc, on a deux sites, donc Rambouillet et Chartres, sur lesquels donc nous avons aujourd'hui un certain nombre de collaborateurs. Je vais te laisser appuyer, Nicolas, parce que j'ai plein d'autres choses à préciser. Voilà, merci. Voilà, on va s'arrêter encore sur deux données. Voilà, donc aujourd'hui, EBP, donc c'est une existence depuis 40 ans. On a fait l'année dernière 65 millions de chiffre d'affaires. Nous sommes environ 730 collaborateurs. Et aujourd'hui, nous revendiquons 120 000 clients qui sont abonnés. Et je ne compte pas ici tous les clients qui sont également utilisateurs de notre solution, historiquement propriétaires du logiciel. Nicolas, merci. Donc, on s'appuie donc pour commercialiser nos solutions sur un réseau de distribution de partenaires, de revendeurs certifiés, dont fait partie Quinpinfo. C'est très important chez nous, chez BP aujourd'hui, de s'appuyer justement sur des partenaires qui sont formés à nos solutions et qui sont donc en capacité de les déployer en région. Donc, nos missions et nos valeurs, voilà, on a quatre, voilà, merci. 4 mots-clés à retenir ici. Donc, notre mission chez EBP, eh c'est quoi? C'est de rendre accessible des solutions de gestion pour les TPE, PME. Voilà, c'est essentiellement les entreprises qu'on adresse chez EBP. Donc, de 1 à 100 salariés, eh c'est notre cœur de métier. Notre vision, c'est de permettre aux dirigeants d'entreprise de digitaliser leur système de gestion via, si besoin, des solutions SaaS qui sont accessibles et performantes. Nos valeurs, donc l'expertise, 40 ans d'existence chez EBP, la proximité via notre réseau de distribution certifié et la fiabilité par toutes nos équipes de développement qui sont nombreuses, tant à Rambouillet qu'à Chartres. Dernier chapitre, notre promesse, c'est que les solutions qu'on propose aux utilisateurs soient le plus ergonomiques possible. On a revu il y a un peu plus de 4 ans l'intégralité de notre offre logicielle pour simplifier l'accès au logiciel, pour simplifier l'utilisation suite au retour de nos utilisateurs, puisque le but étant de mettre à disposition de nos utilisateurs ce qui leur convient en fonction de leurs usages. Nicolas, je vais te laisser passer à la slide suivante. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les petits points qui sont notés ici. On a ici un certain nombre d'informations, mais le plus important à retenir chez BP, c'est qu'on va commercialiser des solutions de gestion et des solutions de comptabilité. C'est aujourd'hui 80% en fait de notre commercialisation. Et à côté de ça, donc on s'est spécialisé également dans certains secteurs d'activité, le bâtiment, l'automobile et le commerce. Donc on a une variété de logiciels nous permettant d'adresser beaucoup de TPE, PME, quel que soit leur secteur d'activité. Nicolas, merci. Merci mon assistant Nicolas. Dernier point donc sur l'offre BP, quel que soit en fait votre choix de fonctionnement, c'est-à-dire que vous avez un serveur, vous souhaitez travailler chez vous en local, eh bien on a des solutions pour que vous puissiez utiliser la solution en local. Vous préférez ne pas vous orienter sur une solution, une infrastructure compliquée, où vous n'avez pas cette capacité, vous avez plusieurs sites, vous avez besoin de mobilité, eh bien nous avons des solutions SaaS, donc c'est nous-mêmes EBP qui hébergeons les logiciels. Et puis également, depuis quelques années, nous avons sur le marché donc un certain nombre de logiciels qu'on appelle donc des logiciels full web, à savoir des logiciels qui sont accessibles depuis n'importe quel navigateur, vous permettant, selon la gamme de logiciels, de travailler sur un ordinateur, sur une tablette, voire dans certains cas de figure directement sur un smartphone. Puisqu'on est aujourd'hui dans l'air du temps et c'est vers ça que tendent aujourd'hui nos nouveaux développements, notamment la solution EBP UBX que l'on voit sur cet écran. Donc ça, c'était pour vous présenter sommairement EBP. C'est bon, Nicolas, c'était l'idée de vous présenter sommairement qui on est, EBP. Aller au-delà simplement d'une marque que vous avez peut-être déjà entendue. Voilà, c'est de savoir que derrière ça, il y a des hommes et il y a des solutions, il y a un historique. Donc les chapitres que nous allons voir ce matin, donc c'est le contexte réglementaire de la réforme de la facture électronique. Donc point essentiel au départ, c'est savoir dans quel contexte je me situe, pour savoir ensuite ce que je vais devoir mettre en œuvre dans mon entreprise.
Ensuite, on va voir quels sont les choix qu'on a opérés chez EBP pour s'adapter à cette réforme. Et puis ensuite, pour l'intégration automatique des factures, qui est un sujet d'actualité chez EBP, Nicolas vous présentera une solution que nous avons sortie il y a quelques semaines, permettant justement de répondre à ce besoin, à cette demande qui est de plus en plus forte au niveau de notre clientèle. Je prends le relais. Merci Gérald. Je t'en prie, Bien, Nicolas. bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Debourg. On va commencer par le contexte réglementaire sur la facture électronique. Donc, c'est bien, on entend tout et plein de choses sur la facture électronique. C'est toujours bien de recentrer un peu les choses et de vraiment bien comprendre tout ce qu'il y a. Puisqu'effectivement, ça va avoir un gros impact au sein de nos sociétés. Ce qu'il faut retenir sur la facture électronique, c'est ces trois éléments. Vous avez, en fait, c'est quoi qu'il arrive, toutes les entreprises soumises à TVA sont concernées et même les non redevables. Ça, c'est pas mal de choses. La réforme sur la facture électronique, en fait, c'est pas juste la facture électronique, c'est deux choses au final. C'est ce qu'on appelle de facture électronique ou e-invoicing, qui consiste à générer en fait une facture dans un format euh, technique, on va dire. Et on aura également un e-reporting. Souvent, celui-là, on l'oublie un peu. Tout le monde parle de facture électronique, de facturix, ça vous avez sûrement dû en entendre parler, mais il y a ce petit aspect e-reporting qui est une nouvelle déclaration fiscale que toute entreprise donc soumise à TVA va devoir faire. Donc c'est ces deux points-là qui sont très importants et que je vais essayer de vulgariser pendant ces diverses présentations. Et enfin, donc la réforme qui va imposer des formats de facture. Donc j'en ai parlé le Facturix, peut-être que certains le connaissent, mais vous avez également l'UBL et le C2I. Donc ils sont accompagnés bien sûr d'un parcours de circulation pour les factures obligatoires et par le biais de nouveaux acteurs. Donc ça, on va en parler de tout ça tout au long des slides. Mais c'est ça qu'il faut retenir, c'est toutes les entreprises soumises à la TVA sont concernées, deux dispositifs qui encadrent cette réforme et pas un seul. Et enfin, donc les formats qui sont imposés. Le plus courant, le plus utilisé, même depuis 5 ans pour ceux qui travaillent avec les marchés publics, c'est le Facturix. Donc ça, je vais un peu en parler aussi et je vous montrerai un peu ce qu'il en est. Donc, on parlait effectivement de nouveaux acteurs pour envoyer et recevoir les factures. Donc, à ce jour, vous avez sûrement peut-être entendu parler du PPF, le portail public de facturation. C'est vraiment le portail de l'État qui est un service gratuit qui assurera vraiment le service minimum de la transmission et du suivi des factures. C'est lui qui est en lien direct avec l'administration fiscale, puisque effectivement, ça vous avez bien dû comprendre, le but de cette facture électronique et du e-reporting, si je résume, c'est l'envoi à l'administration fiscale. Ce portail également, en plus de gérer la réception des flux de factures, centralisera tout l'annuaire de toutes les sociétés. Chaque société sera référencée tant en termes de qui elle est, donc via son SIRET. C'est un peu comme nous, à titre particulier, avec notre numéro de sécurité sociale. Pour les entreprises, c'est le SIRET. Le choix du portail que vous allez utiliser. Parce qu'effectivement, je vous ai parlé du PPF, mais il y a un autre portail. Donc, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, c'est le PPF qui est le centralisateur et qui renverra tout à l'administration fiscale. À côté de ça, vous aurez un deuxième acteur qui sera donc les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. Ces plateformes, elles, vont collecter les infos, que ce soit les infos que vous émettrez ou que vous recevrez, et les transmettra, pour ceux que vous enverrez bien sûr, ou ira les chercher, sur le PPF, sur le portail public de facturation. Ces plateformes, alors je me souviens plus de la slide, ça je me reviendra, je vais juste avancer, ok. Donc ces plateformes, elles feront vraiment la liaison entre les différents, entre le PPF et vous.
Et on a un troisième acteur qui est l'OD, l'opérateur de dématérialisation, qui, par exemple, EBP sera opérateur de dématérialisation. Donc nous, on est ni PDP, on va pas être PDP, on va rester portail, enfin opérateur de dématérialisation, pardon, et on déposera soit sur le PPF, soit sur un PDP, toutes les factures électroniques. Donc voilà, nous on s'occupera voilà, d'assurer la remontée des informations. Non, ça achemine, c'est ça, je fatigue. Concernant cette notion de facture électronique et de e-reporting, j'ai voulu, au niveau des slides, vous expliquer dans quel contexte on serait en e-reporting et dans quel contexte on serait en e-invoicing. Dans le cas où j'échange il y a des échanges entre deux entreprises françaises, on sera clairement dans le cadre du e-invoicing. Donc, je travaille avec un client ou un fournisseur français. Quoi qu'il arrive, on va fonctionner en e-invoicing. Le e-reporting concernera tous les échanges que vous pouvez avoir entre des entreprises hors France. J'étais en train de distinguer, mais voilà, hors France, on voit bien les deux petits symboles. Donc, on est que ce soit des euros ou pas euros. Et également tous les échanges qu'on pourrait avoir avec des particuliers, qu'ils soient français ou hors France. Donc voilà dans quel cadre on va parler de e-invoicing et de e-reporting. Et je dis bien et, pas ou, parce que quoi qu'il arrive, le e-reporting sera quand même à faire. Je vous expliquerai un peu parce qu'il y a des choses à savoir. Mais là, c'était plus pour schématiser pour le contexte de la facture électronique. Le calendrier de mise en application, donc historiquement, ça devait être là en juillet, et ils se sont rendus compte, on va dire à Bercy, que ça serait un peu trop juste. Pas forcément pour nous, c'est plus pour eux. Et donc, de ce fait, il y a eu un report. Ce report, il a été fait, donc la première échéance, ce sera septembre 2026. Donc là, pour les très grosses structures et les grandes entreprises et les ETI, elles seront obligées d'émettre, donc que ce soit les factures, l'e-invoicing ou l'e-reporting. Et par contre, nous, on va dire, je dis nous parce que je pense que BP, on est plus dans le deuxième cas. On serait plus dans dans e-reporting, de la réception en fait, parce qu'on est petite structure. Donc en fait, dès qu'on est en petite structure, donc ce sera septembre 2027. C'est ça. Mais quoi qu'il arrive, il faut le savoir. En septembre 2026, même si vous n'avez pas d'obligation d'émettre des factures, vous aurez l'obligation de les recevoir et donc de faire un e-reporting. Donc ça, c'est la chose à retenir. Pas se dire, bon, si je suis tranquille jusqu'en septembre 2027, j'aurai rien à faire. Si. Il y aura quand même comme les grosses structures vont commencer à émettre et les déposer sur les plateformes, vous pourriez avoir, alors je vais citer quelques enseignes que vous connaissez tous, des Veolia, des Vinci, des Bouygues, voilà, les Total Energy, enfin voilà, toutes ces grosses structures-là qui certes ont une grande majorité de leur parc sur du particulier, mais ont aussi des entreprises. Quoi qu'il arrive, à partir de septembre 2026, toutes leurs factures seront déposées sur les plateformes. Donc vous, sur courant, je pense 2026, je n'ai pas les dates exactes, je ne sais pas si c'est 2025 ou 2026, à un moment donné, il faudra choisir votre plateforme. Parce que il va falloir choisir sur quelle plateforme vous allez donc émettre et recevoir vos factures, mais c'est surtout, voilà, il faudra le choisir parce que les grosses structures vont commencer. Alors, j'ai pas les slides que j'ai habituellement, c'est pour ça que je suis un petit peu perturbé. J'entends des voix. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que. Excuse-moi, Nicolas. Bruno, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Merci. J'en étais où? Oui, c'est ça. Donc, il faudra effectivement à un moment donné choisir votre plateforme. Sachez-le, pour le choix des plateformes, vous n'êtes pas
vous choisissez ce que vous voulez. Je vous dis ça parce que on a déjà eu des remontées d'entreprises qui disaient, bah tiens, il y a la facture électronique, choisissez notre plateforme et vous signez un engagement sur 3 ans. Je l'ai vu, hein, c'est un cas concret que je vous cite, je citerai rien d'autre. Sachez-le, pour les plateformes que j'ai citées tout à l'heure, ici, les PDP ou PPF, à ce jour, il y a à peu près 60 dossiers qui ont été déposés sur le site des impôts parce que ces PDP auront un agrément pour 3 ans. Donc, elles doivent déposer leur dossier, de dossier de candidature, hein, bien évidemment, pour savoir si elles auront l'agrément ou pas. Rien ne vous oblige à passer par un PDP ou choisir un PDP. Souvent, les PDP vont proposer des services complémentaires que ne ferait pas le PPF. Le PPF, comme on a dit, c'est le socle minimum. Vous avez par exemple un archivage sur 10 ans. Vous allez avoir effectivement les mentions obligatoires, mais ça, j'en reparlerai peut-être plus tard. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que au moins vous avez le PPF, ça c'est le minimum, c'est le gratuit. Le PDP, ce sont des plateformes qui seront payantes, il faut le savoir, mais souvent, du fait qu'elles sont payantes, elles proposent des services autres. Il y en a qui vont proposer des services de cycle de validation. Par exemple, vous déposez votre facture sur la PDP, et avant qu'elle parte sur la plateforme PPF, en interne, vous allez avoir des processus qui vont dire, avant qu'on la valide, qu'on l'envoie au client, il faut qu'il y ait un responsable qui vérifie par exemple, le bureau d'études vérifie que ce qu'on facture, c'est bien ce qui avait été prévu, etc., etc. Vous voyez, il y a un certain nombre de critères qui pourront être mis en place et même certaines plateformes pourront rajouter des liens de paiement. Comme ça, le client, il reçoit sa facture sur le PPF, par exemple, et il aura son petit lien de paiement qui clique dessus et il fait son paiement. Voilà, c'est des services, donc c'est des exemples bien sûr que j'ai cités, mais c'est des services que pourront proposer les PDP. Donc bien faire attention. À ce jour, elles sont encore en cours de validation. Il y a un site sur les impôts qui les liste. Il y en a, je les ai comptés la semaine dernière, il y en avait 62 à peu près. Donc voilà. Ça, à ce jour, il n'y a aucune PDP qui est validée. Ça, je tiens à le préciser. Allez, on revient. Hop. Les choix de BP. Alors, depuis 5 ans, le format FactureX, c'est ce qu'on utilise de plus. Donc là, vous avez un exemple d'un format FactureX. Et donc ça, c'est une facture électronique. Une facture électronique, c'est pas le fait, ce que je vais dire là, ça semble basique, mais c'est pas le fait d'envoyer une facture par mail. Ça, c'est une facture numérique. On chipote sur les mots, mais c'est très important. Une facture électronique, c'est quoi? C'est dans le cadre du format FactureX, on va avoir un format graphique, le PDF, et un format numérique, ce qu'on appelle ici les métadonnées. Et c'est ça qui va alimenter automatiquement les plateformes. Pour ceux qui travaillent peut-être déjà avec EBP ou pas du tout, ou qui travaillent avec d'autres solutions et qui ont des clients entités publiques, logiquement, vous devez déposer vos factures sur Chorus. Et soit vous avez, parce qu'on a encore des entreprises qui sont sous Excel et parce que ça marche très bien, hein, de toute façon. Et à ce moment-là, vous devez tout saisir sur Chorus. Là, avec le format FactureX, vous pouvez, en déposant le fichier, tout est rempli, vous avez juste à contrôler, mais normalement, tout est rempli correctement. Et il y a, on va dire, le traitement, il est fini. Donc voilà, ça c'est le format FactureX, c'est un des 3 formats et c'est souvent le plus utilisé. On le voit, nous, depuis 5 ans qu'on est compatible avec les plateformes Chorus. Nos clients, ils utilisent le format FactureX qui est vraiment un format mixte, c'est-à-dire, comme je l'expliquais, un format graphique et un format technique. Et j'avais oublié qu'il y avait ça. Donc, concernant la génération du FactureX, tous les produits de facturation EBP, qu'ils soient en technologie OpenAI, bien sûr, qu'ils soient à la gestion commerciale, le bâtiment, on pourrait même dire un point de vente, potentiellement peuvent télétransmettre vers la plateforme Chorus avec bien sûr le suivi des statuts, ce qui évite de retourner sur la plateforme pour savoir si la facture a été acceptée, rejetée, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà possible. Donc on va dire que pour le format FactureX, on est déjà prêt. Bien évidemment, on continue de faire évoluer nos solutions par rapport à cette réforme qui évolue, qui va imposer certaines nouvelles normes dans les solutions. Donc là, vous avez un exemple de gestion de FactureX généré par la gestion commerciale. Voilà, donc là, ça reprend un peu le tout. Et quand vous ouvrez le fichier PDF, vous pouvez retrouver le FactureX XML qui est là. Il suffit juste de double-cliquer et on voit le contenu. Donc c'est comme ça qu'est généré un fichier FactureX. Donc potentiellement, moi, quelqu'un qui lancerait, il verra un PDF, il double-clique, dedans, il a 2 infos.
Si j'avais mis des pièces jointes, hein, en plus de ça, je les retrouverais ici directement. Donc tout est remonté. Donc là, quelques secteurs d'activité qui traitent déjà ce format avec leurs fournisseurs, parce que même si FactureX, on va dire, on n'a aucune obligation à ce jour, vous avez déjà des entreprises qui le réclament. On a, nous, des partenaires qui nous ont réclamé déjà de recevoir leur facture EVP au format FactureX pour des traitements plus simples, parce qu'ils ont déjà les outils qui permettent de faire certains traitements, notamment pour la comptabilité, hein, ce qu'on verra juste après. Donc là, vous avez quelques secteurs d'activité. Commencer effectivement à prendre les bonnes habitudes, c'est maintenant. C'est-à-dire que il faut voir comment vous êtes équipé. Ça, c'est très important. Si vous êtes déjà équipé de solutions EBP, nous, on met à votre disposition nativement dans vos solutions de facturation des certaines infos à contrôler. Vous voyez ici, par exemple, là, je suis dans l'entête d'une facture. J'ai un triangle jaune et quand je clique sur consulter, je retrouve ici tout ce qui est manquant. Donc, on voit qu'il y a des SIRET, qu'il y a le numéro de TVA intracommunautaire, le SIREN bien évidemment. Donc là, on les retrouve, c'est un doublon. Vous avez les vôtres et ceux de votre client, bien sûr. Et des informations liées aux factures. On a des nouvelles catégories qui apparaissent, telles que les catégories d'opération, le mode de paiement de la TVA sur les débits, sur les encaissements, le motif d'exonération de TVA si jamais il y a de l'exonération, en cas d'autoliquidation par exemple, ou de livraison intracommunautaire. Voilà, on a un certain nombre d'informations qui sont nécessaires au niveau du logiciel. Tout ça, c'est très important. Pour l'instant, nous, au niveau des logiciels, c'est alertant. C'est pas bloquant, mais il n'est pas dit qu'on sorte une version. Là, c'est une extrapolation personnelle. Il n'est pas dit qu'à un moment donné, on décide de dire, bah, quand on va créer une fiche client, ça, c'est bloquant. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Okay. Donc Ok. voilà. Et du coup, Nicolas, est-ce que tu peux préciser sous quelle version, sous quelle gamme est proposé ce module intégré? Dès les versions 23.1. Ok, sur les gammes Pro et Elite. La gamme active Non, n'est pas. alors, non, la part facture électronique, c'est toutes les versions. Mais le Là, on module, est là. bah là, on l'a normalement même en DeviFact. Hein. D'accord, Dès l'entrée de gamme. C'est le DigiContact qui sera en pro. Mais pour d'accord. l'instant, la notion de facture électronique, toutes les sociétés doivent le faire. Donc nous, c'est sur toutes les solutions. Et ce contrôle, logiquement, on l'a sur un DeviFact aussi. Ok, parfait. Et que ce soit bah, la gestion commerciale ou un bâtiment, hein, même principe. Hop. Nos solutions de facturation. Donc là, vous avez, voilà, c'est ce que j'allais venir. Donc voilà, on a en fait ici une petite, hop, je suis allé un peu vite, une petite slide de temporalité, une petite échelle de temps, où on va retrouver les données de conformité, l'interopérabilité, les modèles d'impression, le e-reporting. Donc tout ça va arriver. Donc on sait que bah, là, ce que je disais, effectivement, les données de conformité sont arrivées sur les versions 2023 et puis là en 2024. Donc c'est pour ça que je dis la dernière version 23.1, c'est sur elle-là. La notion d'interopérabilité permettra de faciliter l'envoi et le suivi des factures pour un pilotage optimal, optimiser les flux. Voilà, et après on aura les liaisons PPF, API et liaison PDP à l'étude pour l'instant. Donc pourquoi on dit PPF? Alors on n'a pas encore d'accès à la plateforme, mais on a déjà la plateforme Chorus. Donc c'est peut-être dans ce sens-là où on est en PPF, c'est-à-dire API, c'est intégré dans la solution. C'est natif. C'est une liaison qu'on va retrouver. Donc, il est vrai que nous, on va faire en sorte de tout de suite dire les solutions peuvent se connecter avec la plateforme. Alors que pour les PDP, pour l'instant, il faut qu'on analyse. Et on a effectivement DigiContact qui sont disponibles. Donc, DigiContact est disponible depuis 15 jours. On aura également de nouveaux modèles d'impression parce que j'en ai pas parlé, mais au niveau de la facture électronique, donc on a vu qu'il y avait des mentions supplémentaires hein, sur ma slide précédente avec les catégories d'opérations, avec le mode de calcul de la TVA, mais il y a également des mentions qui vont devoir figurer sur les documents. On a déjà vu il y a quelques années, alors je ne sais plus quand, mais ça ne doit pas faire 2 ans, les notions du siège si il est différent de l'adresse de facturation, donc de faire figurer l'adresse de livraison. Donc tout ça va devenir de plus en plus et il y aura des mentions qui devront figurer sur les factures et les avoirs en plus. Donc tout ça, nous on va
va prévoir les modèles. Donc, bien penser que si vous utilisez une solution BP et que vous avez déjà des modèles personnalisés, bah, il y aura sûrement de l'adaptation à faire pour répondre à la nouvelle législation pour la facture électronique. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, attention aux modèles personnalisés, hein, c'est ce que j'ai expliqué. Donc là, ça va être courant 2025 et au-delà, bien évidemment. Et enfin, on ne sait pas encore une fois, voilà, ça, c'est pour ça que c'est entre 2024 et 2026. On aura des informations en lien pour la facture électronique, pour le e-reporting, pardon, quand on facture à destination de clients hors France ou de particuliers. Donc c'est pour ça qu'on parle de B2B international et de B2C, hein, B2C pour business to customer ou business to business. Et les paiements, parce qu'effectivement, sachez-le, j'en ai parlé rapidement. Je vais juste vérifier si c'est pas juste après. Non, c'est pas encore. La notion de e-reporting se déploiera, enfin vous aurez à le faire et ça dépendra de votre mode de déclaration de TVA. Je prends un cas basique. Vous êtes en déclaration de TVA mensuelle. Vous avez un reporting à faire tous les 10 jours. En gros, il y a trois e-reporting à faire dans le mois. On est en franchise, ça va être au moins une fois par trimestre. Voilà, ça va dépendre de comment vous êtes au niveau de la déclaration de TVA. Si vous êtes, comme je l'expliquais, en TVA mensuelle, bah dites-vous que vous avez en plus de la TVA à faire mensuellement, on aura le 3 e-reporting à faire dans le mois. Donc savoir dans quel logiciel sera fait le e-reporting, là c'est pour ça que là on n'a pas bien précisé parce qu'on ne le sait pas nous-mêmes. Je pense que dans les instances de chez EBP au service développement, ils doivent avoir quelques pistes. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a encore rien de statué concrètement. Autant les dates sont bien fixées là, elles ont été passées en décret. Mais pour la notion de e-reporting, voilà, c'est encore un peu fluctuant. On va en savoir, voilà, faut guetter l'actualité entre fin 2024 et début 2026. On va être à peu près dans ces eaux-là. Concernant, oui, le e-reporting, voilà, c'est très important aussi. Ensuite, troisième point, l'intégration automatique des factures. Donc, les attentes de nos comptables. Les besoins, c'est vraiment faciliter la collecte, accélérer le traitement des factures, puisqu'on sait que le coût de traitement d'une facture, à aujourd'hui, c'est à peu près 14 € par facture. Alors, vous imaginez qu'en France, l'année dernière, oui, il y a eu à peu près 2 milliards de factures qui ont été générées. À 14 € la facture, vous vous rendez compte du coût. Donc ça, c'est vraiment un coût. Alors bien sûr, c'est un coût moyen, mais c'est un coût moyen de traitement de facture. Vous recevez la facture par la poste ou vous le traitez par mail. On sera à peu près sur ce même temps entre le fait d'ouvrir le mail, par exemple, d'analyser, pardon, d'analyser. J'avais oublié que c'était Gérald qui prenait la main. Si tu veux, je continue ou je te laisse faire. Tu peux continuer, Nicolas, c'est pas grave. Ok. Voilà, le but, c'est vraiment d'optimiser le temps de travail. De bien sûr automatiser la saisie, puisque qui dit automatiser dit gain de temps. De faciliter les recherches par des mots, on va retrouver des mots-clés, etc. Et digitaliser le processus. Le but, voilà, de tout ça qu'on met en place dès maintenant, c'est de préparer l'arrivée de la facture électronique. Ouais, c'est ça, c'est le temps moyen passé pour traiter un document, c'est ce que j'expliquais directement. Donc ça, c'est l'étude réalisée auprès de 400 de nos clients fin 2022. Donc, c'est 10 minutes. Ça coûte à l'entreprise, hein, tout ça. Et donc, si on optimise tout ça, on va gagner en temps. On a actuellement 63% de nos clients qui nous ont dit je souhaite avoir une automatisation de mes tâches récurrentes. Ça se voit depuis quelques années maintenant. Même moi, quand je faisais les présentations depuis maintenant 6 ans, ça se voit. On essaye d'optimiser notre temps de travail et de plus avoir de l'analyse plutôt que de faire de la saisie rébarbative. Mais nécessaire. Alors, donc, suite à tout ça, les attentes et la réforme, nous, on a sorti une solution, BP DigiContent, qui est sortie donc il y a 15 jours à peu près. C'est une plateforme 100% web que nous avons développée
qui permettra de faciliter la collecte des documents, donc faire soit un glisser-déposer, soit un import en masse de documents, d'automatiser la saisie. Donc à ce jour, on va pouvoir traiter des différents formats, donc les traitements de format FactureX, mais les autres formats aussi, comme le PDF, le PNG, TIFF, JPEG, donc des formats images, via une intelligence et un apprentissage par la solution. Et enfin, de stocker et de retrouver facilement les documents. Donc, on va stocker sur une plateforme Azure et le fichier qu'on retrouvera en contrat, il y aura un lien en fait directement dans la compta. Comme ça, le comptable qui subirait ces factures qu'aurait déposé un collaborateur pourrait consulter le PDF, essayer de comprendre ce qu'il en est, voir ce qu'il en est et au besoin rectifier comptablement s'il y avait eu une erreur au départ. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et la reconnaissance est basée, donc pour le FactureX, c'est le fichier, les métadonnées, la partie technique du FactureX. Et pour tout ce qui est les autres formats qui ne sont pas du FactureX, ce qu'on appelle un OCR. Et donc là, c'est le logiciel qui va apprendre. C'est-à-dire que la première fois, ce sera à vous de remplir. Je vais devoir dire, ça c'est le montant hors taxe, ça c'est ma TVA, j'ai 2 TVA, ça correspond à tel article, donc j'aurai tel compte par exemple. Et ça va apprendre petit à petit. Donc on y vient nous aussi petit à petit, puisqu'à la base, Digiconta sortait là pour répondre aux besoins de la facture électronique qui était en juillet 2024 et ça a été repoussé l'année dernière. Donc on n'avait pas priorisé l'OCR. Donc on l'a rajouté. Donc l'OCR va apprendre. Il y a des évolutions. Il y a déjà une évolution qui a été faite depuis sa sortie concernant l'OCR et ça va tendre encore à s'améliorer dans les semaines qui suivent. Je vais prendre le relais cette fois-ci sur la présentation. Alors, hop, je vais ouvrir DigiConta, je ne l'avais pas ouvert. On va ouvrir ma compta. Allez, où ma compta? Elle est là. Voilà. Hop. Donc, quand on est dans la comptabilité, on a rajouté, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent la compta, on a rajouté ce bouton BP DigiConta. Une fois qu'on a activé la solution, on a juste à venir cliquer ici. Là, le logiciel vous ouvre la page web qui est ici. Et on arrive sur ce tableau de bord. Donc, à ce niveau-là de DigiConta, quand on arrive sur le tableau de bord, on a un statut des documents qui sont déjà intégrés dans la solution. Donc, on voit que moi, j'ai une facture à traiter, j'en ai 10 en cours et j'en ai actuellement 0 qui sont prêts à être comptabilisés. Et je sais que depuis que j'ai activé le service, j'ai traité 37 documents. Donc, tout ça, a pour but vraiment de tout suivre. Et après, vous allez voir, ça reste très simple. Première étape, bien sûr, on va devoir importer des documents. Donc, je vais dans Documents. J'arrive ici dans les documents à comptabiliser. Je vois déjà ceux qui sont présents dans mes statuts. Si je veux filtrer ici, je retrouve et je vais dire, OK, ceux qui sont à traiter, ceux qui sont en cours. Si je fais appliquer, on voit ceux qui sont en cours. Par contre, si je mets à traiter, théoriquement, tout à l'heure sur le tableau de bord, il me disait qu'il n'y en avait qu'un. On est bien d'accord, j'en ai un. Si je veux importer des documents, c'est très simple. Je vais cliquer sur Importer. Soit j'ai mon répertoire d'ouvert. Alors, il est ouvert, mais il est un peu en présentation. Voilà, il est là. Soit je prends ça et je fais juste, voilà, je vais prendre ces deux-là. Et je vais les glisser. Alors, pour info, ces deux-là, c'est du FactureX. Soit je viens ici, et je vais en chercher d'autres. Et je vais dire, je sais que j'en ai, je vais aller là. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, je vais pas forcément toutes les mettre parce que voilà. Voilà, on va prendre celle-là. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré différents formats. Alors ça, pour info, c'est du FactureX. Ça, on est purement sur du PDF parce que j'ai fait une note de frais, donc voilà, j'ai récupéré ce document-là, il est assez pratique. Donc, je fais lancer l'import. Donc là, le logiciel, il va les analyser. Si c'est du FactureX, il va les reconnaître d'office. Si c'est que c'est de l'achat ou de la vente via le SIRET. Si c'est du PDF, il va me demander de le typer en achat ou en vente. On va le voir juste après. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce que j'ai 3 documents et que comme je partage mon écran, il y a ma data qui est bien attaquée, on va dire. Donc ça prend un tout petit peu de temps. Je vous rassure, ça ne prend pas 3 heures. Et encore que, voilà, vous voyez, c'est fini.
Donc là, alors c'est bizarre, bon, je sais que c'est de la facture d'achat. Vous voyez qu'il m'a repris les infos là, et là c'est de l'affichage. Normalement, il devrait me l'afficher. Donc il m'a repris, j'ai précisé que c'est de la facture d'achat, il a repris le vendeur, il a repris le numéro du document, la date du document et le montant. J'ai juste à faire étape suivante. Oui, le logiciel, vous voyez, il contrôle. En plus, il n'y a pas des doublons. Donc ça, c'est très bien, c'est ce que je voulais montrer. Il me précise que bah, si j'ai importé plusieurs fois le justificatif, il va dire non, c'est pas possible. Donc, je vous montrerai ce que ça donnera. À ce niveau-là, je vais valider. Il a donc de ce fait, normalement, il aurait dû. Oui, c'est normal. Mon filtre. Ouais, on va faire initialiser. Voilà. Et logiquement, j'aurais dû avoir mes factures qui devraient être là parce que la période, elle n'est pas là. Donc ça, c'est étonnant. Je vais aller juste vérifier. Oui, oui d'accord. Il les a peut-être passés directement. Ouais, c'est là. Oui, c'est celle-là. C'est ces deux-là. La 48 et la 49. Donc c'est celle que j'ai créée aujourd'hui. Qu'elles sont ici. Comme ces deux-là sont en facture X, il a déjà repris un certain nombre d'informations. Comme en plus, j'ai déjà importé pour des factures pour le fournisseur JPF, il m'a repris automatiquement le 401 JPF. Et là, il a commencé, comme il y a des lignes différentes, bah, il a commencé à comptabiliser tout. Donc celui-là, il a mis mon 604 parce qu'il a reconnu que c'était de la formation. Mais comme là, c'est un logiciel de pilotage qu'il n'a pas reconnu là précédemment, bah, il m'a rien mis. Donc moi, je vais dire, oui, c'est un achat. Donc je vais dire que c'est du 607 par exemple. Voilà. Voilà. Il a commencé à me reconnaître les TVA, mais là j'ai une autre TVA à 10 que je n'avais pas précédemment, donc il faut juste que je lui mette mon compte de TVA à 10. Donc on va mettre un 4, 4, 5, 6, 6. Alors la TVA à 10, normalement c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Alors c'est le 5, 5, donc c'est celui-là. Voilà. Hop. Toutes les infos. Il m'a repris un certain nombre d'informations. Si j'avais eu d'autres, si je devais éclater ma TVA ou si finalement il y avait une erreur, j'aurais pu l'enregistrer. Donc là, je vais faire enregistrer. Je le fais volontairement enregistrer pour vous montrer. Et c'est fait. Donc après, j'ai juste à revenir en arrière. Je retrouve plus qu'une facture, hein, puisque celle-là, l'autre a été traitée. Et donc, je rebelote, je viens ressaisir. Donc, théoriquement, comme c'est pas encore comptabilisé, il m'a pas remis le 607 de tout à l'heure. Mais c'est normal, c'est parce que c'est pas encore passé en compta. Pour l'instant, je ne fais que les préparer. J'ai volontairement... Voilà, normalement, si j'ai bien retenu... Oui, voilà. J'ai volontairement pas refait cette opération pour vous montrer une autre couche. Je vous ai montré une couche basique de comptabilité et là maintenant je vais rajouter la partie analytique. Je ne sais pas si vous gérez de l'analytique, mais certaines entreprises vont le gérer et donc de ce fait je vais pouvoir sur mon analyse comptable faire une analyse non comptable. Je vais venir ici, je vais dire ici je vais retrouver les plans et les postes que j'ai dans ma compta. Alors, je vais dire que là c'est de l'activité, ouais c'est ça. Et donc à 100%, bien sûr, bien préciser le mode de répartition. Là, j'ai été très basique, hein, je me suis mis sur du service. Donc la partie activité, j'aurais pu mettre vente si j'avais eu vente. Et une fois que c'est fait, bah, j'ai juste à plier et hop, ma ventilation, elle est bien faite. Je reviens ici et là, je vais pareil, je vais mettre activité puisque c'est mon activité commerciale à 100%. Mais on aurait pu, comme vous pouvez le voir ici, rajouter plusieurs lignes, hein, pour la ventilation. Voilà, si j'avais eu des erreurs, des ventilations partielles, j'aurais eu les informations qui seraient apparues grâce au petit camembert qu'on voit ici. Là, je vais volontairement faire comptabiliser. Donc là, elle part en comptabilité directement. Et je reviens ici. Donc là, si je reviens après sur mon écran d'accueil, logiquement, voilà, j'en ai une qui est prête à comptabiliser. C'est la première que j'ai traitée. Et j'ai la deuxième qui, elle, est déjà partie. Donc si je viens ici, que je veux la comptabiliser, que j'en ai plusieurs, je peux les sélectionner en masse et les comptabiliser. Donc voilà, à chaque fois, c'est juste une histoire de filtre, pas filtre. Donc après, si je retourne dans ma compta, dans ma comptabilité, je vais retrouver dans le menu quotidien toutes les factures qui auront été récupérées de la comptabilité, de DigiCompta.
Je peux à tout moment, en double-cliquant sur la ligne ici, retrouver mon écriture comptable. S'il y a besoin, faire une rectification, hein, je peux quand même faire de la rectification. Et le petit trombone qui est très pratique, qui me permet, vous voyez, automatiquement, j'ai rebasculé sur le site et je retrouve la facture correspondante. Donc à tout moment, je peux contrôler, vérifier que ce que j'ai comptabilisé, c'est bien le détail, qu'il n'y a pas d'erreur, que dire ah bah tiens, on n'a peut-être pas comptabilisé la compte, il va falloir que j'aille le comptabiliser, etc. C'est toutes les choses voilà, qu'on va pouvoir faire avec DigiConta. À retrouver bien sûr les écritures. Hop. Toutes les écritures seront ici. Bien sûr, après, on les retrouve ici dans la saisie par journal, mais là, ça recentre tout ce qui est. Et si jamais il me manquait des écritures, j'aurais juste à faire importer et le logiciel me rajouterait toutes les écritures dont il a eu écho de DigiConta. Donc on retrouve vraiment toutes les écritures. Il y a eu des demandes parce que là, si on voit bien, c'est moi qui ai fait. En fait, j'ai fait un groupement. Sinon, elles sont plus comme ça. Donc, il y a eu des demandes pour qu'on puisse les classer par journal, par exemple. Donc ça va évoluer. C'est rien. C'est des fonctions, mais quoi qu'il arrive, elles sont dans les bons journaux, hein, quoi qu'il arrive. Donc voilà un peu pour DigiConta, ce que l'on va retrouver. Quelque chose qui est très utile et le but, c'est qu'on optimise. À ce jour, comme vous avez pu le voir, c'est moi qui suis allé déposer les factures. Dans l'avenir, nous, ce qu'on va vouloir, et c'est ce que je vous disais dans les slides, c'est de pouvoir, en gros, que DigiConta récupère de manière automatique sur les plateformes PPF, de sûr. Après, pour les PDP, je ne sais pas, mais en tout cas, le PPF, c'est sûr, de récupérer les factures et qu'après, on les traite de manière automatique. Comme on l'a vu, le Facturix, c'est très simple. Il apprend très, très vite. Il va reconnaître un fournisseur, il va reconnaître la première, effectivement, va être un peu longue. Et quand je dis longue, on est de l'ordre de 1 à 2 minutes, suivant le détail. Parce que là, j'avais une facture qui avait 2 lignes, mais j'aurais pu une facture avoir 15 lignes. Bien évidemment, si j'ai 15 lignes et que les 15 lignes ont le même compte, on peut mettre les 15 lignes d'un coup sur le même compte. On ne va pas les passer une par une, sinon ce ne serait pas marrant. Donc voilà pour cette partie DigiConta, mais vraiment voilà, le but de DigiConta, c'est de vous faire gagner du temps. On sait que le traitement des factures, on l'a dit, ça peut prendre un certain nombre de moments et peut, je sais plus ce que je voulais dire, peut engendrer c'est un travail entre guillemets un peu fastidieux, mais qu'il faut faire. On n'a pas le choix malheureusement. Voilà, je vais retourner sur ma slide parce que sur la présentation de DigiConta, j'ai fini. Hop. On peut peut-être faire un petit point, Nicolas. Les participants ont peut-être des questions Bien sûr. s'il y a d'autres manipulations à faire sur DigiConta. Si vous avez des questions, je vous invite à les indiquer dans la conversation. Vous avez un chat qui est dédié au webinaire. Donc, n'hésitez pas à les poser. Nicolas pourra répondre et faire des manipulations sur le module DigiConta si nécessaire. Bien sûr. Merci. Je te laisse continuer. Merci. Oui. Alors par contre, sur l'écriture, la conversation est disponible que pendant la réunion. C'est bizarre, je ne peux pas écrire. Mais je la vois. S'il y a des questions, je te couperai. N'hésite pas. D'accord, ok. Je crois qu'après, c'est Gérald qui prend le relais. Exactement, Nicolas. Donc pour synthétiser donc ce que vous avez vu donc au niveau de cette solution donc DigiConta, quels sont les bénéfices de cette solution? Comme vous l'avez vu, la finalité c'est de gagner du temps. Donc pourquoi? Parce que à force d'utiliser le logiciel, il n'y aura plus de saisie. Donc plus de temps pour vous pour vérifier et contrôler les écritures. La réduction des coûts, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais selon des études, digitaliser, dématérialiser les échanges donc de factures, tant au niveau des achats que des ventes, eh bien, ça peut représenter des économies de 50 à 75% par rapport au même traitement sur du papier. La réduction des erreurs, eh bien, au départ, il y a un contrôle humain sur une solution comme DigiConta. On va intégrer des données, on va les contrôler, on va dire au logiciel quels sont les comptes comptables, mais il va ensuite, via l'intelligence artificielle, mémoriser, comprendre. Et ensuite, plus on va l'utiliser, plus le taux de saisie automatique sera présent. Et donc, on va réduire les erreurs et on va dire faire confiance à la solution, faire confiance à l'intelligence artificielle pour gagner en productivité.
Ensuite, on parle ici aussi de centralisation des données. Comme vous l'a montré Nicolas, lorsqu'on est dans le logiciel de comptabilité, on va, via un trombone, pouvoir accéder simplement et directement à ces factures, ce qui permettra de gagner du temps, de centraliser des données dans un outil qui s'appelle DigiConta sur une plateforme Microsoft Azure. Donc, je vais avoir des données stockées, je vais avoir des données sauvegardées avec un point d'accès unique qui est la comptabilité et ainsi éviter d'aller chercher dans un mail, aller chercher dans un répertoire que vous avez pu stocker sur votre serveur. Parfois, vous avez pu stocker des données à un endroit, mais d'autres personnes n'ont pas les droits d'accès pour aller dessus. Donc, l'idée d'une solution comme DigiConta, c'est voilà, de centraliser l'ensemble des données dans un seul point de distribution. Gérald, pardon, je te coupe. On a une question de Bruno qui demande quels sont les liens possibles avec les logiciels de gestion, entre parenthèses Codial. C'est une société qui a Codial en gestion et EBP en comptabilité. Du coup, Bruno, si tu peux prendre la parole, si tu peux remettre ton micro, est-ce que tu peux nous apporter quelques précisions à ta question? C'est par rapport à DigiConta? Vous m'entendez là? Oui. Oui, très bien. Oui, en fait, là, vous intégrez des factures via des plateformes, etc., pour le transférer dans EBP. Donc, ça, ok, avec l'IA il va déterminer ce qu'il y a sur les factures et apprendre des factures pour faire l'automatisation. Pas de souci. Exactement. Tout à fait. Mais après, au niveau de nous, on fait de la gestion de chantier. Donc, c'est-à-dire que chaque facture entrante de matière ou de prestation va aller affecter un chantier dans un logiciel de gestion qui est Codia chez nous. Donc, c'est de l'analytique, mais via un logiciel de gestion. Ouais. Donc, là, on est en train de parler juste de la ligne, en fait, EBP. Est-ce que les informations issues des imports sur EBP vont pouvoir rentrer ensuite dans le Codial, c'est-à-dire le chantier, les différents types de prestations, etc., via je sais pas quel type d'information d'ailleurs, si ça va être un fichier à plat, si ça va être directement une intégration de facture, ou voilà, sachant qu'il y a déjà aussi une GED dans Codial pour tout ce qui est facturation, etc. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il en est de la validation de la facture? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un process, un workflow pour nos factures fournisseurs notamment, qui passe par exemple, une facture d'achat de prestations de services via un sous-traitant, ça passe dans des classeurs chez nous pour les conducteurs de travaux qui vont valider la facture, les codifier, dire c'est bon, je paye, c'est bon, je paye pas, je paye à 95, etc. Tout ce workflow-là, est-ce qu'il est intégré dans votre solution ou ça va être une autre solution à côté qu'il va falloir se greffer, quoi? Je vais vous répondre sur les deux questions. Alors, sur la première question, donc nous, aujourd'hui, la solution DigiConta, elle permet de faire l'intégration automatique dans la comptabilité. Donc, de données qui sont issues soit par des factures fournisseurs qui sont envoyées donc, par vos fournisseurs aujourd'hui, et vous intégrez dans la comptabilité EBP, puisque EBP DigiConta est uniquement connecté à la comptabilité EBP, donc gamme Pro ou gamme Elite. Ensuite, si vous avez, dans votre cas, donc une solution Codial, aujourd'hui, je ne sais pas quel pont vous avez de fait entre Codial et la comptabilité EBP. On peut imaginer aussi que les factures de Codial transitent par DigiConta pour automatiser le processus d'intégration. Ça, c'est une possibilité. Voilà, que vous soyez sur Codial ou une autre solution logicielle, une gestion différente de la compta EBP, vous pouvez éventuellement envisager de transiter par DigiConta. Ça, c'est une possibilité, puisque derrière ça, vous allez générer des PDF qu'on va pouvoir lire dans DigiConta. Par contre, vous évoquiez la question de remonter dans vos solutions de gestion ces factures qui transitent par DigiConta. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Du côté EBP, en matière de développement sur nos solutions de gestion, en tout cas, le sujet est à l'étude. C'est-à-dire que nos équipes de dev, ils travaillent depuis quelques semaines, justement, puisque dans nos milieux d'éditeurs de solutions de gestion, hein, on n'est pas les seuls sur le marché, bien évidemment, on est tous dans une phase où on attaque ce sujet-là, qui est le sujet le plus complexe. C'est-à-dire que l'intégration comptabilité, eh bien, c'est de prendre des données qui sont toutes standardisées, un montant hors taxe, une TVA, une date d'échéance, et on les remonte dans des journaux où là, pareil, on est sur des normes standards. Lorsqu'on attaque le sujet de la gestion, intégrer des factures de gestion des factures d'achat, et des factures de vente, éventuellement, et surtout des factures d'achat dans un logiciel de gestion, c'est d'autres problématiques. C'est des problématiques par rapport à des références d'articles,
c'est des problématiques par rapport à ce qu'on appelle des livraisons partielles. Voilà. Donc, on a des problématiques bien plus complexes à gérer. Et donc, c'est un sujet que nos équipes ont attaqué, comme je dis, il y a quelques semaines. Et en tout cas, côté EBP, d'ici donc la fin d'année, on va voir les premiers résultats. Notre responsable, en tout cas sur la partie gestion, nous a indiqué qu'on aura les premiers résultats de ces développements à partir donc de nos versions qui sortiront sur le dernier trimestre de l'année. Mais pour autant, il nous a dit, on ne va pas être au départ sur quelque chose qui sera précis. On va gérer à la ligne les données. Donc, et là, on parle de communication dans nos solutions. Donc, voilà, communiquer, remonter des solutions qu'on intégrerait dans une plateforme BP vers une solution d'un éditeur autre que BP, on est encore très loin d'être sur ce sujet-là. Donc ça, c'est pour le premier point. Donc aujourd'hui, voilà, je vous ai indiqué, c'est pas faisable. Et l'étude qui est faite en cours, c'est pour communiquer vers nos solutions BP. Et le sujet est déjà complexe. Ensuite, pour le deuxième point, vous avez parlé donc ce qu'on appelle dans notre jargon le workflow, c'est-à-dire pouvoir tracer sur un document qui doit donner quel accord. Nicolas en parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a possibilité de créer ce qu'on appelle des cycles de validation de pièces. Vous allez déterminer un conducteur de travaux doit valider tel document avant que la comptable puisse le payer. Le responsable le chef d'entreprise doit éventuellement valider tel document avant qu'il puisse être envoyé ou qu'il puisse être payé. Ça, c'est ce qu'on appelle les cycles de validation de pièces. Nous, on a choisi pour l'instant chez BP de ne pas l'intégrer dans DigiConta. On a considéré que DigiConta, c'était une solution d'intégration automatique des factures. Et parce qu'on sait que derrière ça, les PDP, dont Nicolas a parlé, il a expliqué tout à l'heure qu'il y a à peu près 70 candidats qui ont posé leur candidature. D'ici quelques semaines, ils auront la plupart, on pense, un agrément. C'est les PDP qui vont proposer justement ces solutions-là. C'est-à-dire qu'un client qui a peu de volume, peu de besoins, mais il aura possibilité d'intégrer en automatique ses factures dans la comptabilité parce que d'ici 2 ans, elles seront toutes majoritairement au format facture X. En attendant, pour déjà gagner du temps et gagner dans les processus, vous pouvez lire de la facture en PDF, d'accord donc voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit le schéma de fonctionnement et les PDP qui vont arriver donc sur le marché. Vous aurez, vous, en tant que client, si vous avez des besoins donc, de gérer donc, le workflow, donc le circuit de validation des pièces, possibilité de vous orienter vers les PDP présents sur le marché. En fonction de vos besoins, ces PDP vont vous proposer du workflow, voire d'autres services. On parle ici de signature électronique, par exemple, des choses qu'on entend fréquemment. Et donc, vous choisirez, vous, un PDP qui sera en capacité de se connecter, éventuellement, et pour nous, en tout cas, essentiellement à DigiConta, et qui vous permettra donc de venir rajouter ce service. Donc, dans votre schéma de fonctionnement, vous aurez probablement votre solution EBP en termes de compta, donc opérateur de dématérialisation. Vous aurez le PPF, portail public de facturation, qui est la plateforme obligatoire. Et entre les deux, vous aurez le PDP qui vous apportera justement ces services complémentaires. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Bruno? Merci, Gérald. Oui, ça a répondu à la question. D'accord. Donc, allez, Nicolas, je t'invite à aller sur la slide suivante, s'il te plaît. Donc, voilà, mon collègue disait depuis 15 jours, alors on est un peu plus à 1 mois au niveau de la sortie de la solution EBP DigiConta. Donc, elle est sortie le 18 avril. Et donc, on va passer à la slide suivante. Voilà, ça c'est pour rappeler que c'est donc sorti le 18 avril pour justement accompagner nos clients, nos utilisateurs sur la mise en place de cette solution. Et donc, on a décidé donc jusqu'au 31 août de mettre en place une offre de lancement puisque lorsque le logiciel doit être mis en place, vous aurez des frais de mise en service qui seront facturés uniquement la première année. Et donc, pour ce lancement, il y a certains avantages dont vous pouvez bénéficier et que Leslie pourra vous communiquer par la suite. Slide suivante, s'il te plaît, Nicolas. Donc, le choix qu'on a fait chez EBP par rapport à notre solution DigiConta, c'est de fonctionner sur un système de forfait, ce qui va vous permettre, en fait, en fonction du volume de factures que vous échangez, de vous positionner dans le forfait qui vous convient. Aujourd'hui, les échanges, ils sont majoritairement sur les factures d'achat. Demain, donc avec l'échéancier qu'on vous a montré tout à l'heure, on parle donc de septembre 2026 et septembre 2027, vous aurez également le reste
des échanges, donc les factures de vente qui pourront transiter par le logiciel, et donc vos volumes pourront également être nivelés. Donc le fonctionnement chez EBP, il est simple. Vous communiquez, vous échangez avec Quinpinfo sur les volumes que vous traitez. En fonction de ça, vous choisissez la tranche qui est la plus adaptée à votre structure. Et puis ensuite, éventuellement, si vous dépassez ces forfaits, vous aurez une facturation qui sera faite à l'unité et vous pourrez, à l'échéance de votre contrat, réajuster votre forfait. Merci Nicolas. Donc, deux possibilités pour suivre sa consommation. On parle ici de consommation maîtrisée. Il faut que ce soit transparent. Donc, deux moyens de le faire. Soit ici, donc sur votre espace BP, vous aurez possibilité de consulter précisément la consommation de documents ainsi que le forfait que vous avez choisi. Et comme on l'a vu tout à l'heure sur la page d'accueil de DigiConta, ça c'est une mise à jour qui a été faite la semaine dernière. On a possibilité dorénavant de voir dès l'ouverture de DigiConta, on voit ici sur la gauche, la consommation de factures dans le cadre du forfait. Donc c'est transparent, il n'y a pas de surprise. Vous savez où vous êtes situé et vous savez si vous allez être en dépassement ou pas. Il n'y aura pas de surprise au renouvellement du contrat. Donc, je l'ai précisé tout à l'heure, donc la solution DigiConta, c'est une solution qui est compatible avec nos solutions donc Pro et Elite essentiellement. Pour les clients équipés de solutions comptabilité association ou CSE, c'est également disponible. Et puis, je ne sais pas si on en a présent dans l'Assemblée aujourd'hui, les experts comptables ont également donc, des lignes spécifiques chez BP et peuvent également bénéficier de cette solution. Gros avantage de notre solution, et ça on le sait par rapport aux solutions concurrentes qui existent aujourd'hui sur le marché, nous on a la possibilité de connecter DigiConta sur nos solutions locales, donc installées chez nos clients, installées sur leur serveur, sur leur poste de travail, mais également sur les solutions hébergées. Donc vous êtes sur une solution SaaS EBP, vous pouvez également y associer un DigiConta. Et ça on sait que on fait partie des rares éditeurs à avoir cette possibilité-là. Donc pour finir, en route vers la facture électronique, c'est quoi? C'est le mot de la fin. C'est-à-dire que en digitalisant vos processus, dès aujourd'hui, c'est mettre un pied dans la réforme de la facture électronique pour appréhender, anticiper et être prêt le jour J. La facture électronique, c'est pas en 2026, c'est pas en 2027 qu'il faut se préparer. C'est bien en amont. C'est préparer sa base de données, c'est préparer ses modèles d'impression, c'est réfléchir au processus que l'on souhaite mettre en place dans l'entreprise. Ça peut être un DigiConta, ça peut être un PDP, ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut dès aujourd'hui se pencher sur le sujet. Et c'est là où justement la proximité de votre partenaire Quinpinfo est importante, puisqu'ils peuvent avec vous réfléchir à votre entreprise, votre mode de fonctionnement, pour vous proposer les solutions adaptées. On est arrivé, il me semble, au bout de nos slides. S'il y a des questions, c'est le moment. Moi, je n'ai pas le visuel, Leslie, donc s'il y en a, je t'invite à nous les remonter. Merci Gérald. Non, il n'y a pas de questions. Tout est très clair, visiblement. Visiblement. Il n'y a pas de Merci à questions. tous. Je crois que tu as fini, ça y est. Tout Exactement. est dit ce matin pour EBP. Donc, ce webinaire était vraiment intéressant et informatif pour tous nos clients EBP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les formuler plus tard. On va vous transmettre à tous un questionnaire de satisfaction sur le webinaire, mais également sur DigiConta, sur vos besoins. Si vous souhaitez un rendez-vous, si vous avez des questions complémentaires, nous y répondrons très rapidement. Je vous remercie tous. Merci Gérald, merci Nicolas pour vos interventions très concrètes et très complètes. Merci, Leslie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Bonne journée. Merci, Au revoir.